Vous avez une idée, vous êtes sur le point de vouloir créer votre entreprise. Quelles sont les étapes par lesquelles il faut absolument passer? On en parle dans ce premier épisode de Pause Compta. Et comme à chaque fois, dans chaque épisode, à mes côtés, des experts, des passionnés. Aujourd'hui, c'est la Dream Team d'Amaris. Jordan est avec nous. Bonjour Jordan. Bien, bonjour Davy, comment vas-tu? Super bien, merci. Le sniper de la bande, il paraît. On va découvrir ça tout au long de la saison. Et puis il y a Fouad aussi qui est avec nous. Bonjour Fouad. Salut Davy. Aujourd'hui, cette question, elle est ultra importante. C'est vrai, les étapes par lesquelles il faut passer, on entend plein de choses. On va essayer de clarifier ça. Mais avant, vous êtes sur le terrain. Vous rencontrez depuis des années des entrepreneurs qui veulent créer leur entreprise. Quelle est la question qui revient le plus souvent, Fouad? Alors moi, c'est toujours la même. C'est est-ce que je me lance en tant qu'indépendant ou est-ce que je me lance en tant que société? Je me suis posé cette question. Systématiquement. On va y répondre dans un instant. Donc restez bien à l'écoute de cet épisode. Et puis toi, quelle est ta question, la question qu'on te pose, Jordan? Est-ce que le capital est encore nécessaire? Le capital est encore nécessaire? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette... à l'époque, il fallait un capital de départ, 12 000, 6 000. Non, ça a changé, il paraît, ça, il y a quelques temps. En 2019, donc quelque part, il y a déjà un peu de temps qui a coulé. Hein. Ok, on va en parler dans un instant sûr. Avec vous, les amis. Vous réagissez dès maintenant en commentaire de cette vidéo. Même si vous la regardez dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, nos experts sont là, sont connectés pour vous répondre. Donc allez-y, on attend toutes vos questions. On a plus ou moins une demi-heure. On va essayer de ratisser large, mais on risque de passer à côté de certaines choses. Donc c'est en commentaire que ça se passe. Alors, la séquence phare de cette émission, on va l'appeler Allô Amaris. Puisque quand on a une question à vous poser, on appelle Amaris, on va dire Allô Amaris, j'ai une question pour vous. Donc 20 minutes de questions-réponses sur les étapes par lesquelles il faut passer pour créer une entreprise. Quelle est la toute première étape par laquelle il faut passer, Jordan? La toute première étape pour moi, c'est de prendre rendez-vous avec un expert comptable. Ok. Comptable, expert comptable, les deux. Pourquoi il faut prendre rendez-vous directement avec un expert comptable? Alors, l'expert comptable est nécessaire parce qu'il faut déjà s'assurer de la viabilité, premièrement, du projet. Ça se fera via l'étape du plan financier. Okay. On y reviendra sans doute. Ouais. Et en plus, il faut choisir la forme juridique, finalement, avec laquelle on va travailler. Et c'est le comptable, l'expert comptable qui est le mieux à même de pouvoir nous répondre efficacement, c'est ça? C'est le médecin généraliste de l'entreprise. Okay. Et d'une manière générale, en tout cas, il sait répondre à toutes ces questions. Ok, donc première étape, en vérité, je vais voir le comptable, je lui pose la question du plan financier. C'est vraiment ça, je fais le plan financier avec lui, d'office, ou je dois le faire en amont de moi? Alors idéalement, il faudrait... C'est l'entrepreneur qui a le projet en tête qu'on va challenger, tout simplement. Donc on va lui poser un certain nombre de questions pour essayer un peu de déterminer, justement, comme dit Jordan, la viabilité de son activité. Et donc, la projection financière de son activité sur les 3 prochaines années, à savoir le plan financier. Donc, il doit quand même, de son côté, avoir fait un peu l'exercice de projeter un peu ses ventes, projeter un petit peu ses charges, et l'expert comptable va le challenger, tout simplement. Alors, c'est un accompagnement, c'est simplement un accompagnement de la part de l'expert comptable qui va, comme le dit justement Fouad, challenger l'entrepreneur, le porteur du projet, quand même le terme est important, on porte le projet dans l'étude de la viabilité de son projet, et parfois il peut être très étonné par rapport à ça. Mais donc, qu'est-ce que je dois retenir? Tu me dis, il faut appeler un comptable, il faut aller le rencontrer, il m'accompagne, mais je dois venir aussi déjà avec un premier plan financier où il y a des comptables qui font tout à ta place, ils le font avec toi, ils te posent plein de questions et puis let's go. Alors il n'est pas réellement question de le faire à la place. Okay. C'est vraiment un binôme. On le fait ensemble. Okay. Alors on accompagne, on pose les questions utiles pour amener le raisonnement finalement de l'entrepreneur, mais il ne faut pas croire que c'est l'expert comptable qui délivre un plan financier d'autorité. Okay. Et justement, en fait, je pense que c'est même primordial qu'il ait déjà eu cette réflexion. C'est-à-dire qu'un porteur de projet qui n'a pas déjà un peu projeté son activité, c'est mauvais signe. Alors tu dis, Fouad, c'est la deuxième fois que tu le dis, tu dis projeter son activité. Le plan financier, nous on imagine très vite ce document très très lourd, ce gros fichier Excel avec plein de colonnes, plein de trucs parfois très complexes. On peut venir simplement avec quelque chose de très limité, avec les informations de base. Mais quelles sont justement les informations de base qu'on doit retrouver dans ce premier plan financier qu'on amènerait au comptable ?
Alors, pour moi, il y a 2 postes les plus importants. Ouais. Le poste, c'est chiffre d'affaires. Ok. Voilà. Et puis, les charges associées à l'activité, tout simplement. Et le chiffre d'affaires, je me projette, parfois on dit 5 ans, parfois on dit 3 ans. Le minimum, c'est combien d'années? Alors c'est 2 ans, mais en ce qui nous concerne, on le fait sur 3 ans. Ok. Ouais. Voilà. En fait, pour approfondir un petit peu la question, c'est que donc le plan financier, lui, il doit être fait sur 2 ans. Ok. D'accord. Et la responsabilité, par contre, du porteur de projet, en tout cas du fondateur, elle est sur 3 ans. Ok, donc je me connecte sur mon ordinateur, Excel par exemple, je fais ma petite colonne charge, revenus, je mets un peu tout ce que je sais, et ça c'est déjà la première base, ça me permet de me projeter, d'aller chez le comptable et de lui présenter plus ou moins un début de quelque chose, et le comptable, soit il va le faire, enfin il va faire la suite avec nous, soit il va continuer à nous poser plein de questions et il va améliorer ce document. Alors ça peut être idiot à dire, mais le principal c'est de mettre des chiffres. Ok, merci Jordan. Non, mais c'est peut-être idiot à dire. On va mettre des lettres dans le plan encore une fois, financier. mais pour préparer le plan financier, Ouais. il faut réellement mettre des chiffres. Beaucoup arrivent simplement avec des libellés. C'est vrai. Voilà. Et c'est pas simple parfois de mettre des chiffres aussi. Hein. Les gens se disent ok, mais comment tu veux que je me projette dans 3 ans alors que je sais pas déjà ce que je vais vendre dans 2 semaines. Donc il faut essayer d'objectiver finalement. C'est ça un peu les chiffres qu'on met dans ce Et de plan partir financier. sur des hypothèses, effectivement. Et là intervient le rôle de l'expert comptable qui a une expérience par rapport à différents secteurs. Ouais. Généralement, le secteur aura déjà été rencontré. Il peut comparer avec certains clients, peut-être déjà existants, et aider ainsi le futur entrepreneur, finalement, à parfaire son plan financier. Alors Fouad, il y a un piège dans lequel on ne doit pas tomber parce que souvent on a ce fichier Excel, on a envie d'avoir des beaux chiffres pour rêver un peu et on met plein de choses. Sauf qu'aujourd'hui, dans certains cas, le plan financier, il peut se retourner contre nous si on fait n'importe quoi. Façon de parler. C'est pas vraiment le plan financier qui va se retourner contre nous. Mais si on fait n'importe quoi et qu'il y a une faillite derrière, c'est ce document-là qui va être la base de la vérification du contrôle, c'est ça? Exactement. En fait, on va y venir sur l'étape notaire, mais normalement, c'est le notaire qui va garder le plan financier. Et si jamais, effectivement, la responsabilité du porteur de projet est engagée dans les 3 ans qui suivent la constitution de sa société, on va aller regarder le plan financier pour voir tout simplement s'il était viable et si les fonds étaient nécessaires pour assurer la viabilité de l'activité. Voilà. En tout cas, il doit avoir été étudié avec sérieux, avec bonne foi. Je pense que le terme réel est correct, c'est bonne foi de la part de l'entrepreneur. Initialement, sinon, effectivement, si on se rend compte que les hypothèses étaient complètement dingues, alambiquées, effectivement, il peut y avoir une question de responsabilité, même si elle est rare, il faut savoir qu'elle existe. Ouais, donc essayer d'avoir des critères objectifs et faire ça avec sérieux. Est-ce que, ici, je vois dans la préparation, on pose cette question, comment faire pour se projeter dans les 3 ans quand on a déjà du mal dans les 1 an? Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner pour essayer d'objectiver Moi, le conseil que je donne régulièrement, c'est de se comparer, tout simplement. Ça, c'est un bon conseil. Ouais. Voir une entreprise concurrente Par exemple. et voire même aller jouer. Ça, j'ai déjà vu des gens qui jouaient aux faux journalistes et qui allaient rencontrer l'entrepreneur et lui poser des questions pour avoir quelques informations. Ça, c'est pas mal, ça. Enquêter sur le terrain, effectivement. Ouais. Ce qu'on a déjà fait aussi, ce que j'ai pu déjà voir aussi, c'est des gens qui profitaient par exemple d'un stand lors d'un shopping par exemple ou d'une brocante et qui essayaient déjà de vendre leur service, de pré-vendre pour se dire ok, sur une journée j'ai pu vendre autant potentiellement, voilà, et à la fin quand le potentiel client était prêt à acheter, le gars disait non, c'était un test pour mon futur projet, et donc ça permet aussi de pouvoir objectiver au maximum, et ça c'est un vrai défi, je pense à la base de sa création, c'est vraiment pas de faire ça comme un touriste, c'est d'objectiver au maximum et se comparer ou même déjà tester la vente, c'est des moyens de pouvoir objectiver au maximum. Alors le plan financier, est-ce qu'il est vraiment obligatoire dans toutes les situations? Alors, pas dans toutes les situations, et ça dépend encore une fois du statut juridique. Alors, par exemple, si on lance son activité simplement comme indépendant, le plan financier en soi n'est pas obligatoire. Il est conseillé, vivement conseillé, parce que même un indépendant peut avoir une activité qui n'a pas de sens. Okay. Tout simplement. Alors juste pour clarifier Jordan, parce que justement on est dans la deuxième question, c'est la deuxième étape, c'est de choisir son statut juridique. On peut le faire aussi avec le comptable, quand il a fait le plan financier, il pourra mieux nous conseiller. Mais alors tu dis être indépendant. Moi j'ai plein de potes qui ont des sociétés et qui se disent indépendants. Ouais. Alors juste pour clarifier un peu, est-ce que tu peux me faire un peu un schéma? C'est quoi indépendant? Personne physique, personne morale? Moi je suis perdu là. Alors, mais c'est normal que tu sois perdu, et c'est vraiment quelque chose qu'on entend très souvent. En gros, un indépendant, il exerce par lui-même, tout simplement. Okay. D'ailleurs, le terme le dit bien, il est indépendant, il a toute la responsabilité de son business sur ses propres épaules, et c'est ce qui différencie souvent un indépendant, donc ce qu'on appelle une personne physique, d'une personne morale, où en fait c'est comme si on faisait naître
un autre être vivant invisible. Ok. Hein, là, on parle toujours de personne. C'est une personne morale qui est une entité juridique distincte. Donc pour schématiser, et là on a une société, pardon, David. Ok, pour schématiser, si je visualise, j'ai personne physique, j'ai personne morale. C'est ça. C'est déjà le premier choix qu'il faut poser. Dans personne physique, il n'y a qu'un seul chemin. C'est tes personnes physiques, il n'y a pas après différents types de cas possibles. Les avantages d'un statut, en tout cas d'une forme globale, sont les inconvénients de l'autre et vice-versa. Bah justement, alors, parlons des avantages et des inconvénients des différents statuts. En fonction de quoi je vais choisir personne physique ou personne morale, Fouad? Alors, de mon point de vue, effectivement, il y a deux statuts. Soit on se lance en tant qu'indépendant, et encore on peut voir qu'en tant qu'indépendant, on peut le faire en statut d'indépendant complémentaire ou principal. On va peut-être pas... mais si. Donc dans mon schéma, là, vous n'avez pas réagi. Donc si je reprends personne physique, je descends, et j'ai indépendant full-time, et j'ai indépendant complémentaire, c'est pas la même chose. Je peux te rassurer, tu vas descendre dans l'autre schéma également. Parce que je sais. Dans les personnes morales, il y a également des sous-statuts. Mais les gens nous regardent, ils font leur petit dessin là, avec nous. Donc personne physique, je descends, full-time et complémentaire. Alors restons d'abord là-dessus. Quelle différence entre full-time et complémentaire ? Alors, la différence est très nette. Ouais. L'indépendant en titre complémentaire a au moins un emploi en tant que salarié pour un mi-temps. Ok. Voilà. Je suis chercheur d'emploi, je me lance comme indépendant complémentaire, c'est possible ou pas ? Impossible. Impossible ? Fouad, sauf exception. Oui, mais non, mais Jordan. Oui. S'il te plaît. Mais je vais laisser c'est impossible ou c'est pas possible ? C'est possible ou c'est impossible ? Alors, moi, je vais dire que c'est possible. Oui. En fait, je sais pas si c'est spécifique à Bruxelles Capitale, mais on a le statut en fait d'indépendant, enfin de plan tremplin, qui permet en fait à un indépendant de garder, plutôt quelqu'un qui bénéficie d'allocations de chômage, de garder ses allocations de chômage et d'avoir un statut d'indépendant complémentaire, en fait, et donc de se lancer déjà dans son activité en payant un minimum de cotisations sociales. Ok, voilà, ça c'était un cas, c'était une exception. Donc, c'est pour ça que je l'avais exclu. Ouais. Je pensais que c'était hors cadre pour aujourd'hui. Mais donc quelles sont finalement rapidement les grandes différences entre full-time et complémentaire ? J'entends d'un côté t'es employé et puis t'es indépendant, l'autre t'es indépendant, mais fiscalement, juridiquement, c'est quoi les grandes différences ? Alors, Vas-y. Je vais me permettre d'y répondre. D'un point de vue justement déjà fiscal, on n'est pas soumis au même impôt. Donc les sociétés, les personnes morales sont soumises à l'impôt des sociétés qui est plus Jordan, oui. S'il te plaît, ressaisis-toi. On est en personne physique entre indépendant full-time et indépendant complémentaire. Alors la fiscalement entre les deux, la fiscalité sera identique et les besoins administratifs seront identiques. Ok. Donc les différences, elles vont se jouer à quel niveau ? Au niveau de la capacité à générer sans doute du chiffre d'affaires, parce que forcément un indépendant full-time a plus de temps simplement pour à quelque chose souvent de plus structuré. Il n'y a pas aussi une histoire de cotisation sociale ? Pour moi, il y a deux points. Il y a effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a le point des cotisations sociales, on va en parler tout de suite, mais il y a aussi une espèce de barrière psychologique. Donc moi, en général, ce que je propose aux clients, c'est simplement de se dire, OK, si tu as un job, garde ton job, développe ton side business en indépendant complémentaire parce que tu vas limiter en fait ta prise de risque. Okay. Une fois que tu as un peu de traction, que tu as attiré un peu de clients et donc de chiffre d'affaires et que tu te sens prêt, et là je parle vraiment d'un point de vue psychologique, être prêt à se lancer, vas-y, tu peux le faire en Oui, souvent le statut d'indépendant est tellement flexible que, comme le dit Fouad, c'est un bon tremplin pour tester le business model, le commerce qu'on envisage, et si jamais il n'est pas viable et qu'on s'en rend compte très rapidement, on l'arrête très très vite, simplement. S'il continue, peut-être alors qu'on pourra évoluer vers le statut de société. Justement, alors le statut de société, on revient, donc on remonte dans notre schéma, personne physique, personne morale, le code a changé il y a quelques années, 2019. On a encore de temps en temps des vestiges de l'ancien code avec SPRL qui circulent. Aujourd'hui, si on devait résumer, quelles sont les grandes catégories, les grands statuts, les grandes formes juridiques en personnalité morale. En personne morale, oui. Ok. Alors, il faut distinguer donc. Faut distinguer les associations des sociétés. Okay. Donc une association, l'objectif c'est de ne pas ne pas générer du bénéfice. Ok, donc association, tu parles des ASBL. Par exemple. Ok, d'accord. Mais ça fait partie du code des sociétés qui a été réformé en 2019. Okay, donc ASBL est une forme juridique. C'est une forme juridique, voilà. Une association. Okay. Exactement. D'accord. Comme les fondations par exemple. Ok. D'accord. Et puis tu as les sociétés, et dans les sociétés, donc on a eu plusieurs types de sociétés avant la réforme du code des sociétés en 2019, c'est ça? On avait beaucoup, une bonne vingtaine. Il existait une bonne vingtaine de formes de sociétés. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on en a quasi plus que 4.
Donc on a les SRL. Et tu disais en préparation que 90% on va dire des sociétés aujourd'hui sont des SRL. C'est la plus simple, la plus... Il y a une raison à ça. C'est que si tu as créé une SPRL. Oui, 2, ouais. D'accord. Donc à l'époque, il fallait un capital de, je crois que c'était 18 600 euros. Et qu'il fallait libérer. Et si on était à 2, c'était 12 400. Et si on était à 3, c'était 6 000 chacun. T'as des bons souvenirs, David. Et donc avec la réforme du droit des, la réforme du code des sociétés, mais il n'y a plus cette notion de capital pour les SRL. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. Pour ceux qui sont restés bloqués il y a 10 ans, aujourd'hui, tu peux créer une SRL, donc une SPRL, sans capital de départ. Donc tout ce que vos parents vous disent peut-être aujourd'hui, il faut 18 600, c'est terminado. Donc ça veut dire que je peux créer une société aujourd'hui pour 0 €, avec 0 €. En théorie, oui. Théoriquement, effectivement. Ouais. Mais moi, la théorie, c'est bien beau, pratiquement parlant. Alors, dans la pratique, c'est le plan financier qui va te le dire. C'est exactement. Ouais. Ok. Et c'est à ça qu'il sert, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que le plan financier pourrait démontrer qu'il y a un trou de financement. Et s'il y a un trou de financement, donc il te manque de l'argent pour faire tourner simplement le business pendant la durée du plan financier, eh bien, ce trou doit être comblé par l'apport. Alors, on parle plus de capital, c'est une vulgarité presque aujourd'hui, mais c'est à ça que sert l'apport. Ouais, donc ce que je retiens, c'est qu'en fait, il n'y a plus de capital de départ obligatoire. Le capital qu'on va mettre va dépendre un peu du projet, peut-être des investissements qu'on doit faire. Si on doit aller à la banque, etc., ils vont vouloir être rassurés, ils vont vouloir voir qu'il y a un capital de départ qui est quand même conséquent. Ouais. Mais donc aujourd'hui, je retiens plus de capital de départ pour les SRL. Exactement. Voilà. SRL. Et c'est pas les SA. Ouais. Et c'est une belle évolution parce que c'était très paternaliste avant. La loi disait, voilà, l'apport, le capital doit être d'autant, finalement, quel que soit le projet. Ça veut dire qu'on devait apporter le même montant de capital qu'on ouvre un Carrefour, une grande enseigne, finalement. C'était une barrière à l'entrée aussi. Qu'on soit un simple consultant qui a besoin d'une imprimante et d'un laptop. Donc, ça n'avait vraiment plus de sens. 18 500 €, oui, c'est des sous, hein, donc il faut les avoir avant de démarrer. Clairement. Et alors, tu parlais de SA. SA, il y a un changement. Avant, c'était 60 000 € qu'il fallait mettre. Pas de changement. Donc là, c'est toujours 60 000 €. C'est 61 500, je crois. Ouais, ok. Est-ce que, rapidement, sans aller dans les détails, on a retenu SRL, on retient SA. Est-ce qu'il y a une autre forme, les ASBL, mais est-ce qu'il y a une autre forme qui potentiellement pourrait être intéressante dans certaines situations ? Plus vraiment, il y a la société coopérative donc, qui existe, mais aujourd'hui c'est vraiment destiné aux vraies sociétés coopératives dans le sens où on l'entend quelque part, donc les sociétés coopératives agricoles, ce genre de choses. Il existe également à côté de ça la société simple. La société simple, qui est vraiment le bas de l'échelle, qui a perdu beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, elle ne protège pas notamment les fondateurs. Et on le rappelle, finalement, c'est ça la grande différence aussi entre une SRL, enfin entre personne physique et personne morale, c'est que si on se lance en personne morale, globalement, même si ça l'est un tout petit peu moins avec le nouveau code, on est protégé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas venir en cas de faillite choper notre maison, nos meubles, etc. C'est ça, Fouad. C'est exactement ça. En fait, quand tu crées une société, tu crées une entité juridique distincte. Quand on parle de distinct, c'est-à-dire distinct en termes de patrimoine. C'est-à-dire que la société détient un patrimoine propre à la société. D'accord ? Ok. À différence en personne physique, où là, c'est ton patrimoine privé que tu engages dans ton activité. Oui, ça va même au-delà du patrimoine, puisque c'est vraiment juridique. C'est-à-dire que si, par exemple, la société est condamnée, ce n'est pas toi, Davy, fondateur, qui va en prison ou qui est condamné à payer, c'est ta société. Ouais. Tout simplement. Donc, c'est vraiment distinct du fondateur. Sauf si, et c'est là où le plan financier reprend un rôle important avec ce nouveau code et qu'il faut vraiment bien le faire avec un comptable, un expert comptable, c'est que si on a fait n'importe quoi dans le plan financier, et ben derrière on peut se retourner contre le fondateur de la société. D'où l'importance de faire le plan financier. J'ai bien résumé ? C'est parfaitement résumé. Très beau résumé. Et je dirais même que... Engagez-moi. Il y a deux niveaux de responsabilité. Donc tu as d'un côté les fondateurs, d'accord, et puis tu as les associés, donc les associés de la société. Les fondateurs, eux, sont responsables en cas de faillite dans les 3 ans. Ils sont responsables en fait du passif de la société. Okay. Donc ce n'est pas limité au niveau des apports. Ça, c'est important de le souligner. Tandis que donc ça c'est pour les fondateurs, excuse-moi, tandis que les associés, eux, leur responsabilité est limitée au niveau de leur apport. C'est-à-dire que si jamais, pour une raison X ou Y, est amené à stopper les activités, la responsabilité va s'arrêter au niveau des apports apportés à la société. Merci Fouad pour ces précisions. Avec plaisir. Il y a notre Morgane nationale, on peut la citer, qui a bien préparé cette émission. Elle a fait un petit truc qui était sympa ici. Elle a dit, voilà, Davy, joue avec eux, propose-leur des situations très concrètes et demande-leur, en fonction de ces situations, quel est le statut qu'il faudrait choisir. Donc là, je vous challenge un peu. Imaginons, je vais ouvrir un petit commerce de proximité. Voilà.
près de la place Saint-Boniface, petit cadre un peu sympa, près de la porte de Namur à Bruxelles, pour les Bruxellois qui nous regardent. Un petit commerce de proximité. Je vais plutôt aller sur quel statut, quelle forme juridique? Moi, j'ai une préférence. Partage-la. La préférence pour un commerce, quand bien même, quand tu dis petit commerce, j'ai le sentiment que ça va être modeste, mais derrière un commerce, il y a des engagements. Il y a des beaux commerciaux, il y a du stock, il y a des machines potentiellement. Des gros investissements. Voilà. Donc idéalement, il faut préférer la voie de la création d'une société, tout simplement. Donc personne morale et potentiellement SRL pour éviter de sortir 60 000 euros dès le départ. Ok, un autre profil, celui de consultant. Il y a beaucoup aujourd'hui de freelance, de consultants, des coachs en plein de choses. Eux, ils vont aller plutôt en personne physique, non? Parce que là, il y a moins de risques justement peut-être. Tu vois, il y a moins de risques avec. Il n'y a pas de fonds de commerce, il n'y a pas d'investissement en matériel, un ordinateur, un téléphone. Je suis consultant, quoi. Alors peut-être au début. Pourquoi pas, mais dans un second temps et pour des raisons fiscales, généralement ils vont passer au statut de la société, effectivement. Dans un second temps pour des raisons fiscales précises, Jordan, dis-moi. Mais parce qu'il est alors possible finalement de panacher les sources de revenus, donc de choisir comme ça différents types de revenus et alors de faire tomber la pression fiscale qu'on connaît en Belgique qui est énorme. Là où le statut d'indépendant, c'est une ligne droite. Voilà, il y a bénéfice, il y a taxation. En société, eh bien, on peut avoir des choix et là intervient l'expert comptable. Et c'est vrai aussi, il y a des consultants aujourd'hui qui gagnent vraiment beaucoup d'argent. On dit souvent qu'il faut, quand on arrive à 100 000 euros, dites-moi si c'est vrai, quand on arrive plus ou moins à 100 000 euros de chiffre d'affaires, alors on doit peut-être se poser la question de passer en société, quoi qu'il arrive. C'est vrai, ça ou pas? C'est un bon chiffre? Déjà même un peu moins, c'est déjà intéressant. Mais effectivement, c'est tout à fait juste. Je voudrais juste préciser quelque chose, c'est qu'encore là, par exemple, moi j'insiste sur le fait que, au-delà du projet, est-ce qu'il est viable financièrement parlant, est-ce que le projet a une vision long terme? C'est-à-dire encore là, est-ce que le consultant dont tu parles, est-ce qu'il se projette? Typiquement la question que je vais poser, c'est est-ce que tu as une mission? Est-ce que tu as une mission long terme? Si c'est le cas, à ce moment-là, oui, lance-toi en société. Par contre, si la mission est de courte durée, j'aurais tendance à préconiser de commencer en personne physique. Voilà. Pour moi, le chiffre de départ et le chiffre d'affaires n'a strictement rien à voir. Ah, bah là, tu vas contre les idées un peu. Pour moi, ça a toujours été une idée reçue, puisque j'ai vu, par mon expérience, des commerces justement qui faisaient 100, 200, 500 000 euros finalement de chiffre d'affaires et ne faisaient pas de bénéfices. Oui. Du coup, il n'y avait aucun intérêt finalement à la personne morale. Par contre, des consultants ou d'autres, dans les métiers de service généralement, qui peuvent faire des chiffres moindres, voire supérieurs, et qui, eux, en l'occurrence, en raison de la faiblesse de leurs frais, feraient bien d'opter pour la... Donc on ne regarde pas le chiffre d'affaires, mais on regarde le bénéfice. Les revenus nets, en fait. C'est une croyance populaire, ce Pour faire chiffre simple, d'affaires. Tu prends ton chiffre d'affaires, tu retires les charges affectées à l'activité professionnelle, et c'est ça qu'on va regarder. Alors, première étape, faire le plan financier avec le comptable. Deuxième étape, choisir le statut juridique. Pour revenir 2 secondes et terminer sur le sujet du statut juridique, tu as dit, on commence en complémentaire, on passe en full-time. Je lance je suis indépendant full-time. Est-ce que je peux facilement passer en SRL? Ou alors c'est galère, c'est compliqué Franchement, tout dépend du niveau d'avancement du statut d'indépendant. Si on a été un peu trop loin, on a pris énormément d'engagements, constitué énormément de stocks, réalisé des investissements. Voilà, là, ça peut être un peu laborieux. Tout est faisable, mais c'est quand même une étape importante qui doit être sentie en amont par l'expert comptable qui accompagne pour donner quand même plus ou moins un timing. C'est-à-dire que si on a laissé l'activité se développer comme ça pendant 3-5 ans, à ce moment-là, effectivement, ça peut être un peu plus laborieux. On peut faire intervenir différents professionnels et ça peut coûter cher. Ok, donc passer d'indépendant full-time à SRL, il y a quand même un travail de valorisation de plein de choses qui fait que derrière, ça peut avoir un coût. C'est pas si facile que ça. Il suffit pas d'aller au guichet de l'entreprise, on en parlera dans un instant. Il suffit pas d'aller là-bas et de signer un petit papier et de dire ok, je suis en SRL maintenant. C'est du cas par cas. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est du cas par cas. Parce que quand tu as pris l'exemple, tu as pris 2 exemples. Le premier, tu as dit consultant et l'autre, c'est un commerce de proximité. Typiquement, un commerce de proximité, il y a quand même des engagements assez sérieux. Donc, s'il se lance en personne physique, effectivement, il faudra se poser la question de est-ce que ça va être plus ou moins compliqué de passer en société? Un consultant qui commence en personne physique dans un premier temps, c'est assez simple de le faire passer en société.
Là, ça peut se faire quasiment du jour au lendemain, mais comme le dit Fouad, pense simplement au bail. Il faut transférer le bail vers la société, transférer le stock, transférer peut-être les machines, ce genre de choses. Et voilà, tout ça prend du temps, de l'énergie et coûte de l'argent évidemment. Merci pour ces précisions, chers experts. On vient de voir les 2 premières étapes par lesquelles il faut passer pour la création. À un moment donné, il faut bien passer par l'étape de la banque, non ? On y va quand dans notre banque Juste Fouad ? après. Directement après, Juste on a après. le plan financier, on a le statut, là boum, on va à la banque. Exactement. La question qui revient, c'est surtout quelle banque choisir. Et c'est vrai que le réflexe qu'on a, c'est d'aller dans la banque dans laquelle on est depuis des années, quoi. Par exemple, oui. Maintenant, il y en a beaucoup qui se dirigent aussi vers des banques en ligne. Ok, pourquoi ? Pour le côté digital, tout simplement. Ok. C'est plus simple, c'est plus intuitif, plus fluide. J'ai quand même le sentiment que toutes les banques sont digitales aujourd'hui, non ? Je vois les agences qui se ferment. J'ai pas envie de m'attirer des ennemis. Ok, donc en gros, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des banques, elles sont toutes sur le digital, mais tu en as certaines qui ont peut-être des applications moins performantes ou moins faites pour les indépendants, c'est ça ? En fait, on revient toujours au problème de la disponibilité. Ok. C'est que avoir un rendez-vous avec une banque, c'est parfois compliqué. Ok, donc le problème n'est pas l'application ou la digitalisation, c'est plutôt la réactivité à travers ces applications de notre banquier, c'est ça ? Oui, mais ça veut dire que si tu passes par une banque en ligne, Ok. en fait, tout simplement, déjà, le processus d'inscription est quand même simplifié par rapport à prendre un rendez-vous dans une banque traditionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'avoir vécu récemment, j'ai dû ouvrir un compte en banque. Et effectivement, il fallait que je prenne rendez-vous via l'application. Ouais. L'application me dit on vous répondra. Il faut passer par une agence. Puis tu appelles la centrale parce que tu dis attends, j'ai toujours pas eu de réponse. Ouais, Ils te disent monsieur, vous êtes obligé de passer par le petit formulaire et on vous répondra. Et c'est vrai que c'est une galère. Alors que les banques digitales, elles ont tous leurs process qui sont adaptés à ça. Donc ça, c'est un bon conseil. Est-ce que d'une banque à l'autre, en tant qu'indépendant, il y a des avantages ou finalement globalement c'est les mêmes prix partout Alors, on n'est pas ici pour vendre les oui, non, mais on est services ici des peut-être banques. pour critiquer ou on peut remettre des médailles aussi. En tout cas, en tant que comptable, l'important c'est de recevoir une information digitale demain qui est de bonne qualité et rapide. Voilà, certaines banques ne sont pas compatibles pour les extraits de compte électroniques, ce genre de choses. Allez, alors balance, donne des noms. T'es au quotidien confronté à ça. Quelles sont les banques qui font bien le taf et quelles sont celles qui le font moins ? On est indépendant. Hein. C'est Amaris qui finance cette émission. Il n'y a pas de banque associée à nous. Quelles sont les banques que vous trouvez vraiment bien pour les indépendants ? Moi, mes amis indépendants parlent beaucoup de KBC. Et KBC serait une bonne banque pour les indépendants. CBC, KBC pour la partie flamande, est effectivement très efficace. Okay. Et notamment aussi pour la création en ligne du compte initial de la société en constitution, puisque quasiment tout le processus se fait de manière digitale. Et Belfius, KBC, Fortis, aujourd'hui envoient l'attestation directement chez le notaire. Ok, alors ça c'est intéressant. Ça c'est un point... la création du compte pour pouvoir mettre le capital de départ dessus. C'est vrai que si KBC permet de le faire en quelques clics, c'est génial parce que moi, ça a été une galère. Prendre rendez-vous, aller sur place et puis après signer des documents, attendre d'avoir le document qui prouve qu'on a bien mis le capital. Donc effectivement, KBC, on peut donner des bons points. Mais ils ont même été élus meilleure application de banque en ligne tout récemment. Si KBC veut sponsoriser cet épisode, n'hésitez pas à me contacter. Soyez les bienvenus. En commentaire, on est OK de vous recevoir comme partenaire. Bon, d'accord. Donc, effectivement, si on va voir la banque, c'est pour ouvrir ce compte, pour pouvoir mettre le capital de départ. Alors, c'est quoi ce fameux compte en constitution ? Ça va devenir notre vrai compte ? C'est déjà notre vrai compte ? C'est quoi le... Juste une petite précision. Quand tu dis capital de départ... Voilà, il faut nuancer. Donc, il y a capital de départ et il y a apport. Ok. Je pense qu'on en a parlé quand on parlait de l'ASA et de la SRL. Donc, dans la SRL, on parle plus de capital. Donc, cette notion de capital a disparu. D'accord. On parle d'apport. Non, c'est bien de le préciser. Donc, donc c'est non, mais t'as raison, c'est bien de le préciser. Donc, c'est l'apport qu'on doit potentiellement mettre à l'ouverture du compte, qu'on va déclarer, et on va en parler dans un instant, notamment chez le notaire, puisque le notaire va l'écrire et va dire vous avez mis autant pour autant de parts. Donc, il faut définir ce montant. Ce montant, on doit le verser. Et d'abord, cet argent va sur un compte en constitution. C'est-à-dire que l'argent va dessus, mais on n'y a pas accès. On ne peut pas toucher à cet argent. Il est momentanément bloqué. L'attestation est envoyée chez... On bloque mon argent. Voilà. Qui fait ça ? La banque elle-même. Okay, elle atteste justement que l'argent a bien été déposé pour le notaire, tout simplement. Et le notaire a besoin de cette attestation pour pouvoir passer l'acte de constitution. Quand l'acte de constitution sera passé,
l'argent sera débloqué, donc tu pourras travailler avec. Et alors, petit conseil pratico-pratique, ne bouquez pas le rendez-vous avec le notaire le lendemain du rendez-vous avec la banque. Parce que vous risquez de ne pas avoir l'attestation. Et là, vous êtes... vous allez fâcher le notaire. Voilà, vous allez fâcher le notaire et c'est compliqué. Ok, on passe, on a le compte, l'argent est versé dessus, on reçoit l'attestation. C'est ça. Cette attestation, c'est le sésame, finalement, le document manquant pour l'étape suivante qui essaie d'aller chez le notaire. Il y en a deux. Donc, il y a le plan financier qu'on a fait dans l'étape 1 et l'attestation bancaire. Et avec ça, on va chez le notaire tout simplement pour la séance selfie pour créer sa société. Première étape, le plan financier. Deuxième étape, choisir le statut juridique. Troisième étape, on va à la banque, on ouvre un compte, on met l'apport de départ, on a nos documents, on va chez le notaire. Il se passe quoi à ce moment-là ? Alors, le notaire, en amont, aura préparé les statuts et généralement, l'expert comptable aura analysé, critiqué, préparé finalement, conjointement avec le notaire, ces statuts pour qu'ils soient réellement conformes aux envies, quelque part, de l'entrepreneur. Ok, les statuts, en 2 mots, c'est quoi ? Ça sert à quoi, Fouad ? En fait, c'est le squelette, concrètement, juridique de la société. Typiquement, où le siège social de la société va être situé, la dénomination sociale de la société, la manière dont on va organiser... Les actions, comment est-ce qu'on va être distribué, qui va être le fondateur, comment est-ce qu'on va organiser aussi l'organe de gestion. Toutes ces notions-là vont être prises dans l'acte. Oui, c'est dans ce document-là qu'on dit aussi qui est l'administrateur, etc. Et c'est important puisque si on doit, à un moment donné, contracter, je sais pas moi, un contrat de leasing, etc., ils vont demander qui doit signer. Et c'est ce document-là qui fait office de preuve. Les statuts, c'est les règles du jeu du Monopoly. Ok. Tout simplement. Très bien résumé. C'est comme ça que la société va fonctionner. Ce qui n'est pas prévu dans ces statuts, tu peux pas le faire. Il y a un truc qui est important aussi dans les statuts, c'est les codes NAS, je ne sais pas comment on les prononce. C'est important parce que moi j'ai eu un cas concret récemment où un de mes clients voulait faire appel à des subsides notamment, et pour avoir ces subsides, il fallait avoir un code NAS bien précis. Et donc c'est quand même important en amont de se poser les bonnes questions. Les codes NAS, on prononce ça comment ? NAS ou NAS ? NAS. Les codes NAS, c'est quoi exactement pour que les gens comprennent bien ? Alors, ce sont les codes d'activité en fait, qui sont connus par la Banque Carrefour des entreprises et qui disent en fait, de manière publique que ton entreprise est autorisée à faire telle ou telle autre activité, tout simplement. Donc, ce n'est pas au niveau des statuts que les codes NACE sont définis. Les statuts définissent l'objet social. Okay, l'objet social, c'est du texte justement préparé par le notaire qui explique ce que pourra faire ta société. On les prévoit généralement assez large. C'est ainsi que parfois pour une entreprise de peinture, on va retrouver l'acquisition immobilière, les prises de participation dans d'autres activités. Ouais. Et ensuite, la société va s'activer auprès d'un guichet d'entreprise pour dire ce qu'elle fait effectivement. Et là, interviennent les codes NAS. NAS ou NACE, c'est comme tu préfères. Parce que dans les statuts, quand même, chez moi, j'ai 2 pages avec... toutes les activités que je peux faire. C'est l'objet social. C'est ce que dit Joe en fait. Qui font référence, qui sont en lien avec un code NAS normalement. Ouais. En fait, c'est qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu vas faire, c'est la finalité sociale de ton activité. Mais c'est important déjà à cette étape-là de voir large. Est-ce que ça coûte cher ? Si par exemple plus tard je me rends compte que mon activité se développe et que finalement je vais diversifier mes revenus et faire autre chose. Est-ce qu'il vaut mieux prévoir en amont, voir large en se disant peut-être, et si on le fait pas tant pis, ou d'y aller vraiment de manière très concrète et puis de modifier ça plus tard ? Oui et non, mais il faut quand même faire attention. Il faut les prévoir large, effectivement, puisque puisque comme je l'ai dit tantôt, ce qui n'est pas prévu dans les statuts, on ne peut pas le faire. Par contre, pas trop large non plus, parce qu'il y a des activités qui sont protégées. Ouais. Donc si tu mets dans tes statuts que tu vas être expert comptable, tu risques d'avoir un petit problème avec notre institut. Ok, d'accord. Non, c'est vrai. Il y a des accès à la profession, donc tu peux pas mettre ce que tu veux. Je sais pas si vous avez l'information, mais ça coûte cher si je veux modifier ou rajouter un truc plus tard. C'est un acte chez le notaire. Ouais, donc c'est 1200, 1300. Tu sais ce que ça coûte. Hein. Ouais, donc je sais très bien ce que ça coûte. Donc il faut quand même prévoir en amont. On m'a conseillé aussi, dites-moi si c'est vrai, maintenant ils le font tous globalement, mais c'est de toujours prévoir le fait qu'on puisse acheter à un moment donné, investir dans l'immobilier. C'est vrai ça ou pas ? Même si ça n'a rien à voir avec l'activité de base. C'est d'autant plus vrai pour ce qu'on appelle les sociétés de management. Donc tu parlais de consultants là, tout à l'heure. Ça c'est une forme de société une forme d'activité qui revient souvent. Et là effectivement on recommande d'étendre un peu l'objet social et de prévoir ce type de disposition. Moi j'aime mieux le terme de société de salaire, société salariale. C'est de rémunération, c'est plus dit aussi. Mais nous deux on se comprend très bien quand on parle de société de management et de société salariale.
combien coûte le passage chez le notaire. Quand j'ai dit 1002, 1003, 1004, c'est globalement, c'est des tarifs qui sont globalement plus ou moins fixes, hein, similaires. Après, de l'un à l'autre, je pense que ça peut se jouer à 100 € près, mais il n'y a pas de grande différence. Donc ça sert à rien d'aller toquer à la porte de 3 notaires et dire à combien vous me le faites. Quand même. Oui. Alors, j'ai quand même le sentiment, mais peut-être que Joe me contredira, mais j'ai quand même le sentiment qu'en fonction du notaire, parfois le prix peut quand même sensiblement... Pour la création d'une entreprise aussi. Voilà, ils ont un prix plancher. C'est ça. Après, ils ont une marge à la hausse. Et parfois, il y a des notaires qui sont un peu plus spécialisés. Il faut quand même bien le reconnaître. C'est comme dans toutes les professions, lorsqu'il y a une spécialité sur certaines matières, ça se paie. Rapidement, le choix du notaire, est-ce qu'il y a quelque chose, on a parlé un peu du choix du comptable rapidement, mais est-ce que le notaire aussi, il faut vraiment bien choisir son notaire ou en soi, on le rencontre tellement peu souvent? Moi, ce que j'ai souvent, hein, c'est on va voir le notaire où on a acheté, ou le notaire, pareil, un peu le notaire de la famille. Okay. En général, c'est comme ça que... Oui, le notaire où on a acheté sa maison, sa maison, c'est le cas en tout cas très régulier. Mais je vais quand même préciser quelque chose, c'est que tous les notaires ne sont pas bons en matière de droit des sociétés. Alors souvent, ils le disent, hein, tout simplement. De notoriété dans notre profession, on sait quels notaires sont plus efficaces sur tel sujet ou sur tel autre. Et donc, pourquoi pas poser la question au comptable? Et c'est vrai que parfois, même le comptable proactivement avec lequel on travaille va conseiller son notaire pour... Il a certaines habitudes. Ouais. Ok, ben voilà, 4e étape, l'acte de constitution chez le notaire. Il y a aussi un point qui est important, parce qu'on a parlé des documents qu'il fallait apporter chez le notaire, on a parlé du plan financier, on a parlé de l'attestation bancaire, mais il y a un autre document qui doit arriver, à cette étape-là, le pacte d'actionnaire. Est-ce qu'il est obligatoire ou pas? Le pacte d'actionnaire, donc c'est encore autre chose que les statuts, mais c'est un document qui est important aussi. Il arrive à quel moment Très important, mais il interviendra a posteriori. Ouais. C'est pas mieux de le faire avant, parce que je pose la question parce que je ne suis occupé à le vivre personnellement. Tu te dis que tout est OK, il y a un accord sur le capital de départ, tu crées la société et après tu commences à discuter du pacte d'actionnaires et là tu te rends compte, ah ouais, on n'a pas la même vision des choses, ah ouais, il n'est pas d'accord avec ça, mais entre-temps ta boîte elle est créée. Et donc est-ce que le pacte d'actionnaires, il ne faut pas le gérer avant? Tu te souviens du slogan de l'ordre des avocats? Non. Un avocat, c'est quelqu'un qu'il faut voir avant pour éviter les problèmes. Voilà. Après, donc effectivement, dans la plupart des cas, ce sera après. Bon, la plupart des créateurs d'entreprises vont consulter le juriste dans une seconde step finalement après la création. Mais voilà, dans des cas particuliers, c'est vrai que ça peut être préférable de le voir en amont. Ok, donc je vais quand même mettre de manière, étape à faire avant l'acte de constitution, quand même aller voir peut-être un avocat. Voilà, mais aussi. par contre, on n'en a pas besoin chez le notaire. Ok, donc c'est pas obligatoire à ce moment-là. C'est pas une obligation légale, d'accord. mais vivement recommandée. Voilà. Okay. Alors vivement recommandé à partir du moment où on a des associés, qu'on s'entend bien. Oui, complètement, on est d'accord. On va pas faire un pacte d'actionnaires avec soi-même. Ce serait un peu fou. Si tu me rends dingue, est-ce que je peux quitter la société? C'est un peu bipolaire. Ouais, mais pourquoi pas? Un peu psychopathe, schizophrène, bipolaire. Ben voilà, on donne des vrais conseils dans cette émission. Pause compta. Bon allez, la dernière étape. Après être passé chez le notaire, là logiquement, dans les jours qui viennent, je pense que notre fameux compte en constitution devient notre compte, l'argent est débloqué. Et quelles sont les étapes suivantes, importantes? Alors, juste au moment où on est passé devant le notaire, le notaire va envoyer en fait un extrait de l'acte constitutif au tribunal de l'entreprise, avec comme objectif en fait de faire paraître au moniteur belge les statuts tout simplement. Et vous recevez un numéro d'entreprise. C'est à partir de ce moment-là où l'extrait de l'acte est déposé auprès du tribunal que la société acquiert vraiment la personnalité juridique, pas avant. Ok, donc ça c'est le notaire qui le fait. C'est pas nous qui devons aller sur le site du moniteur dire bonjour, je passais chez le notaire. C'est ça, en fait, le notaire a 30 jours pour déposer les statuts et le tribunal a 10 jours pour les publier au moniteur. Ok. Et après cette étape-là, donc c'est publié au moniteur, ma société, elle existe. Alors, tu fais quoi après? Dès qu'elle est déposée, tu as la personnalité juridique. Okay, la publication, c'est encore autre chose, mais dès que c'est déposé auprès du tribunal, tu as, la société existe et elle a la personnalité juridique. Et alors, il va lui être attribué un numéro d'entreprise. Okay. Voilà, dans un premier temps, beaucoup confondent d'ailleurs numéro d'entreprise, numéro de TVA parce que c'est le même dans la plupart des cas. Et donc le numéro d'entreprise, une fois qu'il est attribué, communiqué finalement via une attestation par le notaire, eh bien le dirigeant, le fondateur, peut s'orienter vers sa banque pour, à l'appui de cette attestation, débloquer son compte et commencer les formalités. Et bientôt travailler en fait. Alors justement les formalités, je crois que c'est les dernières formalités administratives et là aussi il y a beaucoup de gens qui confondent plein de choses. Secrétariat social, guichet d'entreprise, caisse d'assurance sociale, je toque à la porte de qui, je dois faire quoi avant de pouvoir réellement exercer et d'être lancé?
C'est quoi la différence entre le guichet d'entreprise? Qui s'en occupe? Alors, il sert à quoi? C'est un passage obligatoire. Pour finaliser, en fait, le notaire va faire une préinscription de l'entreprise dans la base de données de la BCE, donc la Banque Carrefour des entreprises, mais il faut la finaliser. Et qui finalise ça? Ça, c'est un guichet d'entreprise, c'est un monopole d'ailleurs. Donc il n'en existe que quelques-uns de notoriété, si on peut les citer. Securex, l'UCM, Partena. T'as d'autres noms? Ouais, bref, on les mettra en commentaire de cette vidéo. Il y en a beaucoup. Mais donc c'est eux qui s'en occupent. C'est pas nous qui devons aller. On ne doit pas toquer à une porte qui s'appelle guichet entreprise et dire bonjour. Voici mes statuts, voici. Si, bien sûr. Si. Ah, c'est à nous de le faire. Accomplir la formalité. Certains guichets d'entreprise, même la plupart aujourd'hui, proposent de le faire simplement en ligne. Hein. Ouais, c'est ça. C'est mon comptable qui l'a fait. Voilà. C'est une autre option aussi. Ah bah il faut évoquer toutes les options dans cette émission, les amis, parce que moi j'étais déjà occupé après à prendre rendez-vous là. Mais en fait ça dépend du niveau de service que le comptable va proposer. Il y a ce qu'on appelle des experts comptables ou des comptables one-stop shop qui s'occupent vraiment de tout le processus de création de A à Z. Effectivement, j'ai envie de dire que c'est l'idéal parce que c'est beaucoup plus simple. On s'adresse à une seule personne et il s'occupe de tout. Et puis d'autres j'ai d'ailleurs souvent le cas des clients qui disent on vient chez vous juste pour le plan financier, je m'occupe du reste. Je m'occupe du notaire, je m'occupe de la banque, il y a à boire et à manger, ça dépend d'une personne à l'autre. Mais donc, logiquement, si on a un comptable qui ne s'occupe pas de tout ça, dès que l'étape du notaire est passée, dès que le tribunal a acté le fait qu'une nouvelle boîte a été créée, on doit aller au guichet d'entreprise. Le guichet d'entreprise, en une phrase, c'est quoi son rôle? Inscrire la société dans la Banque Carrefour des entreprises correctement, c'est-à-dire la base de données publique. De Belge. Ça coûte de l'argent, ça? Un petit peu. Une centaine d'euros. Combien? 100 €? Ok, plus ou moins. Une grosse centaine d'euros. Ensuite, il y a l'activation éventuelle du numéro de TVA. Cette fois, c'est-à-dire que le numéro d'entreprise peut devenir un numéro de TVA. Qui fait l'activation? Encore une fois, guichet d'entreprise ou alors le comptable. Dans notre cas, on effectue systématiquement cette inscription. On va faire un petit plan financier pour clôturer cette émission dans un instant. On va mettre tous les coûts liés à la création d'entreprise. Guichet d'entreprise, ok. À quel moment j'ai besoin d'un secrétariat social? Alors, pour le secrétariat social, c'est encore autre chose. Donc, on a juste oublié. Donc, on a activé la TVA. C'est fait. On a on a finalisé l'inscription à la Banque Carrefour d'entreprise. A priori, au moins un des dirigeants doit être indépendant. Donc, il faut s'affilier à une caisse d'assurance sociale. Ok. Voilà. Et il faut aussi. La société aussi doit s'affilier à Exactement, la caisse d'assurance sociale. Il faut aussi l'affilier à une caisse d'assurance sociale. Oui, et donc là, de nouveau, je vais sur Google, je tape caisse d'assurance sociale, je contacte, je choisis et je fais les démarches. Ou si j'ai de la chance d'être avec un comptable one-stop shop, comme tu dis, il va s'occuper de tout. À l'américaine. C'est ce que j'ai fait moi et en vérité, ça a changé, ça facilite la vie quand même. Mais sinon, je dois faire ces démarches d'aller toquer à la porte du guichet, du secrétaire social et de la caisse d'assurance sociale. Exactement. Mais tu prenais, on en a cité quelques-uns qui font en fait à la fois secrétariat social. On va parler exactement de ce que ce que c'est que le rôle d'un secrétariat social et caisse d'assurance sociale. Donc il y a cette inscription à la caisse d'assurance sociale. Donc ça c'est pour les cotisations sociales. Donc ça on l'a vu quand on crée une société ou même quand on se lance en personne physique, il faut cotiser. Et c'est la grande différence aussi entre le statut d'employé. On va pas aller dans les détails, mais en gros, quand tu es employé, c'est ton employeur qui paye. Quand tu es indépendant ou en société, c'est à toi de gérer ça. Et c'est pour ça qu'il faut aller s'inscrire. Et là, on va pas aller dans les détails, mais il y a des montants. Le montant minimum, généralement, quand on démarre une société, des cotisations sociales. Alors là, par trimestre. 800 € par trimestre. Oui, donc c'est une projection en fonction du statut, ça va être différent si tu es indépendant, par exemple, à titre complémentaire. Où là, c'est plus de 80 €. Ok, mais donc voilà, il faut compter quand même plus ou moins 1 000 € par trimestre pour un salaire globalement. C'est ça. Dans l'air du temps. Pour démarrer. Pour démarrer, c'est ça. Après, le secrétariat social, son rôle est un petit peu différent. Bon, il y a le fait de faire un de ses rôles, c'est de faire des contrats de travail si tu as des salariés. Mais un de ses rôles, c'est éventuellement de faire les fiches de salaire pour le dirigeant. Pour le dirigeant, ok. D'accord. Et donc là, tu souscris à un secrétariat social pour qu'ils calculent et émettent une fiche de salaire une fois par mois. Le temps avance à une vitesse, on doit clôturer. N'hésitez pas à mettre plein de questions en commentaire de cette vidéo. Le but de ces épisodes, c'est aussi de lancer le débat et puis de continuer avec vous en commentaire. Comment choisir son secrétaire social rapidement? Est-ce que vous avez des conseils ou pas? Il y en a beaucoup. Et c'est vrai, cette règle, quand on choisit, on est lié à eux pendant 5 ans.
C'est toujours d'actualité ça ou pas? Ou ça a changé, ça a évolué? À ma connaissance. Pas à ma connaissance non plus. Ok, j'irai vérifier, on ira vérifier, Maryse ira vérifier et mettra l'info en commentaire. Par contre, là où tu as raison, c'est qu'il y a des conditions de renom qui sont assez strictes. Tu peux pas sortir quand tu veux. Ok. Mais lié pendant 5 ans... Uniquement à partir du moment où on occupe du personnel, c'est une question de procuration avec l'ONSS. Certains, comme on les a qualifiés bureau comptable, justement one-stop shop, gèrent également la paie des dirigeants d'entreprise. C'est important parce que le dirigeant d'entreprise, finalement, est le client du bureau comptable. Pour les salariés, employés, ouvriers, eh bien, c'est là qu'intervient le secrétariat social externe. Voilà, ils sont de notoriété publique en tout cas. Ok, ben voilà les amis, on doit vraiment clôturer. Donc à la limite, sur cette fin d'émission, si vous n'avez pas tout compris, vous regardez puisque la technologie nous permet aujourd'hui de revenir en arrière. C'est incroyable. Et puis vous notez, donc guichet entreprise, caisse d'assurance sociale, secrétariat social. Je termine juste par le petit plan financier, juste pour avoir bien en tête. Quand je crée une entreprise, ok, on prend le cas classique, SRL. J'ai pas de capital de départ, j'ai bien retenu. J'ai un apport potentiel lié à ma société. Mais on oublie ça 2 secondes. Quels sont les coûts? Il y a le coût du notaire. Le notaire, c'est combien plus ou moins? Un peu plus de 1000. J'ai envie de dire 1250 euros. 1200 euros. Ouais, moi, c'est ce que j'ai payé. Donc, je note notaire, 1200 euros. Le comptable, il va faire mon plan financier, il va m'aider à faire les démarches de base. Je dois compter combien plus ou moins? Alors là, c'est très variable, mais ça peut être de la gratuité à 1000 euros environ. Oui, ça, moi, j'ai payé 700. Donc, on est... La gratuité, j'aime bien ça. Tu peux mettre tes bons plans en commentaire. Mais on va vous mettre un lien vers notre offre liée à la constitution des sociétés. Il fait sa publicité. On n'a dit pas de pub dans cet épisode. Oui. On a dit on est neutre. Voilà. Je suis totalement neutre. Mais je vais mettre un prix moyen. Je vais mettre plus ou moins 600 euros pour avoir le soutien d'un comptable pour faire le plan financier. On n'en a pas parlé. Mais à la cotisation annuelle de société qui arrive très très vite. Voilà, qui est de plus ou moins 400 euros, je pense. C'est ça, environ 400 euros. 400 euros. Alors là, je suis déjà annuel. Hein, je suis déjà à 2200. Est-ce qu'il y a encore autre chose à payer dès le départ? Il y a l'inscription au guichet d'entreprise. Tu m'as dit plus de 200 euros. Une centaine. 200 euros. Ouais, et 75 à 80 euros pour la TVA. Pour ça qu'on compte généralement 200 euros, effectivement. Ok, donc en gros, il faut se dire que quand on veut créer une entreprise, il faut avoir 2500 euros minimum. Voilà. Et c'est comme dans le bâtiment, tu rajoutes 15% de divers. Ok, ça va. Il y a par contre juste aussi quelque chose que je recommande régulièrement, c'est lorsqu'on démarre, il faut pas oublier que on va pas facturer tout de suite. D'accord ? Donc en ne facturant pas tout de suite, on n'a pas de salaire. D'accord ? Donc il faut aussi prévoir un peu de trésorerie pour se dire, ok, les 3 premiers mois, les cotisations sociales, il faut les payer directement, il faut vivre. Donc tout ça aussi, c'est quand même à prendre en considération lorsqu'on démarre. Ouais, et on va intégrer dans le plan financier. Et on va surtout parler aussi du revenu du dirigeant, qui est une vraie question aussi au départ. Quand on crée sa société dans un prochain épisode, de mémoire, je dirais que c'est le 3e. Mais suivez ça sur notre chaîne YouTube, les amis, parce que c'est une vraie question. Moi, j'ai galéré à définir justement, et il y a plein aussi de montages qu'on peut faire aussi pour essayer d'optimiser son salaire net sans payer trop de taxes. Merci les amis pour ce premier épisode. On va avancer avec vous, on va faire évoluer ce projet avec vous. Donc vraiment, dites-nous tout en commentaire. Est-ce que Jordan, il a été bon? Sur le côté sniper, je ne vais pas vous mentir, je suis un peu déçu aujourd'hui. Mais on verra sur le prochain épisode. Sur le côté fond, vous avez été très bon, je trouve. Voilà, pour une première. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à faire comme moi. Vous mettez le débrief en dessous. Et puis nous, on travaillera ça pour le prochain. Le décor, vous l'aimez ou pas? C'est Morgane qui l'a imaginé, Morgane qu'on salue, qui est derrière l'organisation de cet épisode. Et il va encore dire que je fais la pub. Voilà. Bon, ça va, elle n'est pas décoratrice d'intérieur, donc on ne fait pas vraiment sa pub. Bon, allez les amis, merci d'avoir suivi cet épisode. On remercie Maryse évidemment. Les commentaires, vous likez, parlez autour de vous de cette émission, parce que plus on a de gens qui nous suivent, plus on a de chances de pouvoir faire plein d'épisodes. Voilà, donc c'est important. Bisous les amis, merci. Et merci à toi. À bientôt pour un prochain épisode. À très vite, David. Ciao les amis. Salut David, ciao. Au revoir.